L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. Et nous sommes en ligne maintenant avec Michel Gurfinkel, journaliste, écrivain, auteur de nombreux ouvrages et géopolitologue, on peut le dire, expert de ce qui se passe aux États-Unis en particulier. Alors Michel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Avec vous, je voudrais que nous commentions cette déclaration de Donald Trump. Finalement, comme le disent d'une certaine manière beaucoup de commentateurs israéliens ce matin dans la presse, eh bien Donald Trump a totalement redéfini les règles du jeu et il a rendu à l'Amérique, aux États-Unis, une partie de sa grandeur perdue pendant l'époque de Barack Obama. C'est votre avis aussi ? Oui, c'est mon avis, c'est l'avis de tout le monde. L'Amérique est redevenue un acteur de premier plan dans les affaires mondiales. Alors, la première conclusion que l'on peut tirer des déclarations de Trump et de l'attitude des États-Unis dans un certain nombre de crises internationales au-delà de la crise iranienne, c'est que, premièrement, Trump est un homme qui tient parole, c'est-à-dire qui dit ce qu'il pense et qui fait ce qu'il dit. Dans ce cas-ci, comme dans beaucoup d'autres cas, il n'y a pas eu de flottement dans la position de Trump. Il a annoncé son opposition à l'accord nucléaire avec l'Iran depuis le début, et effectivement, il a fait ce que beaucoup essayaient de le dissuader de faire, c'est-à-dire qu'il a dénoncé l'accord. Ça, c'est la première remarque qu'il faut faire. La deuxième remarque, c'est que Trump est Trump. Il n'est pas l'isolationniste que certains ont voulu voir en lui. Et donc, il faut bien dire, certains de ses propos pouvaient laisser entendre qu'il était. Donc, ce n'est pas un isolationniste, c'est quelqu'un qui a une idée du rôle des États-Unis un peu différente de celle de ses prédécesseurs, mais qui est tout de même un nationaliste américain, quelqu'un qui pense que premièrement, l'Amérique a un rôle à jouer dans le monde et que deuxièmement, l'Amérique doit protéger ses intérêts dans le monde. Une dernière chose que je voudrais dire à propos de l'accord, enfin de la dénonciation de l'accord, c'est les réactions dans le monde. Beaucoup de gens vous disent... c'est ça, parce que vous avez dit tout à l'heure, tout le monde est d'accord, mais les Européens, les premiers, ne sont pas vraiment d'accord sur le rôle que se donner les États-Unis aujourd'hui. Écoutez, moi je regarde parmi les Européens, je regarde la France d'abord. Oui. Je regarde la France d'abord pour deux raisons. D'abord parce que nous sommes proches de la France, n'est-ce pas ? Et deuxièmement parce que la France a toujours joué un rôle leader en Europe. Elle a joué un rôle leader dans l'accord nucléaire avec l'Iran. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron, apparaît dans le relatif désert politique européen comme le principal leader, le plus représentatif peut-être, de l'Union européenne. Or, il est vrai que apparemment la France a regretté la décision de Trump, mais que en même temps, la France dit il faut maintenir l'accord, mais il faut le redéfinir et il faut être beaucoup plus sévère avec l'Iran sur un très grand nombre de points. Donc, il y a eu de manière très formelle... Finalement, les Européens, eux aussi, reconnaissent les faiblesses de cet accord. Mais oui, ils ont toujours... moi, je me rappelle toute la discussion qui a mené à l'accord et les premiers commentaires qui suivaient l'accord. Et en gros, beaucoup de gens disaient... ce n'est pas quelque chose de tout à fait idéal, mais c'est quelque chose d'encourageant, c'est quelque chose qui va être soumis à toute manière des vérifications répétées, etc., etc.
évidemment, quand on signe un accord de ce genre, les vérifications répétées généralement sont de pure forme, et l'accord devient une sorte de fait en soi que plus personne ne veut discuter. C'est une évolution naturelle que l'on a constatée dans beaucoup de cas, beaucoup d'accords similaires. Ce qui se passe maintenant, c'est que les Français pouvaient avoir un certain nombre de doutes quant à l'application réelle de l'accord, quant à d'autres comportements de l'Iran dans la région. Ils sont libérés par la décision de Trump. Ils sont libérés par la décision de Trump et tout en regrettant apparemment la décision du président américain, les Français ça les arrange bien. Et derrière eux, je suis persuadé que beaucoup d'Européens en fait, vont se comporter exactement de la même façon. Bon, c'est un fait, voilà. Maintenant, essayons de maintenir l'accord, mais en le faisant évoluer, et en le faisant évoluer de telle manière que précisément l'Iran donne infiniment plus de garanties et se soumettent à infiniment plus de contrôle que ne le prévoyait l'accord de 2015. Est-ce que, d'abord, le fait que les États-Unis réinstaurent immédiatement les sanctions économiques contre l'Iran, cela risque d'avoir un impact donc également sur les Européens? Parce qu'il ne faut pas se leurrer, les Européens ont beaucoup d'avantages économiques, ils ne l'ont pas caché, et ils se sont précipités en Iran tout de suite après l'accord du 14 juillet 2015 pour conclure des marchés à coût de milliards de dollars. Est-ce que aujourd'hui, la décision américaine risque d'entraver ce type de marché? Totalement, Comment? parce que la place des États-Unis dans l'économie mondiale est telle que si les États-Unis décident de rendre illégal cet accord et de frapper n'importe quel opérateur économique dans le monde qui va faire des affaires avec l'Iran, il est certain que comme le monde économique est unifié, il est certain que beaucoup de sociétés n'iront pas jusqu'au bout d'un accord avec l'Iran, d'un contrat avec l'Iran, parce qu'ils ont peur de représailles américaines. Donc, ça va avoir un impact très clair, et non seulement sur l'économie iranienne, mais également sur l'Europe, sur la situation économique. Il y a un lobby, un très vieux lobby dans tous les pays européens qui pousse aux relations économique avec l'Iran, parce que potentiellement, effectivement, l'Iran est un très gros marché. Oui. Donc, vous avez d'énormes lobbies pétroliers, gaziers, mais aussi industriels au sens très large du terme, qui de manière constante et depuis le début, disons, des sanctions internationales contre l'Iran, milite dans ce sens. Ce lobby avait le sentiment d'avoir gagné la partie avec l'accord nucléaire de 2015. Aujourd'hui, ce lobby s'aperçoit que les choses ne se passent pas comme cela. Je crois qu'il faut saluer tout de même la lucidité politique de beaucoup de dirigeants européens, y compris des dirigeants français, ou surtout des dirigeants français, puisque, je le répète, tout en dénonçant, tout en regrettant plus exactement la décision de Donald Trump, ils reconnaissent bien qu'il y a des problèmes avec l'Iran, et que donc il ne s'agit pas tout de suite de tout donner à l'Iran et de lui accorder notamment le répit financier ou économique dont l'Iran avait tellement besoin, qui a été la principale raison de l'accord de 2015. Alors on a vu hier que les Iraniens ont changé de ton, jusqu'à présent ils utilisaient un ton relativement menaçant, et puis hier ils se sont un petit peu calmés, ils ont dit qu'ils allaient rester dans le cadre de l'accord de Vienne. Mais est-ce que vous pensez que les Européens justement ont la capacité
après la décision de Donald Trump, de faire pression sur l'Iran afin qu'elle accepte donc des amendements, des arrangements, un élargissement de l'accord avec les fameux piliers dont on a parlé la semaine dernière, en tout cas quand Macron était à Washington. Je crois qu'il y a un tandem Trump-Macron qui s'est mis en place, qui a été officialisé par la conférence de presse commune des deux présidents lors de la visite de Macron à Washington. Donc le tandem est le suivant, c'est que il y a, enfin, vous savez, c'est l'histoire classique des films policiers, le méchant flic et le gentil flic. Ah oui. Donc Trump assume le rôle de méchant flic et Macron celui de gentil flic. Mais ils travaillent quand même maintenant dans la même équipe. Donc en fait, ce que disent l'attitude des Français sur les autres pays européens, je pense que les autres pays européens en fait n'ont pas d'autre choix que de suivre la décision française, la décision stratégique française qu'il ne faut pas minimiser, c'est que dès lors que l'Amérique, qui a le plus gros bâton dans cette affaire, a dit, écoutez, on va pas continuer à faire semblant d'être content avec cet accord est mauvais. À partir du moment où l'Amérique, qui a le gros bâton, dit cela, les Français disent, et disent notamment aux Iraniens, vous avez un problème, on est désolé, vous avez un problème, c'est de votre faute, mais nous, on veut bien travailler avec vous pour aménager l'accord, trouver une nouvelle manière de travailler et désamorcer la menace que Trump maintenant constitue pour vous. Avec la condition, par exemple, pour les Européens, ça serait de ne pas imposer de nouvelles sanctions du point de vue européen. Écoutez, ou alors on peut arriver justement moi je vois simplement les déclarations, par exemple, du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et quand je le vois dire, nous ne devons pas exclure de notre attention la responsabilité de l'Iran dans la prolifération des missiles balistiques et dans son rôle extrêmement discutable au Moyen-Orient. On voit tout de même que les Français, en fait, sont d'accord pour avoir une négociation dure avec l'Iran. Il ne s'agit plus du tout d'aider l'Iran face à une décision supposée absurde, folle et dangereuse des États-Unis. Il s'agit au contraire de dire aux Iraniens, regardez la vérité en face, votre comportement n'a pas été satisfaisant et donc on revient vers des sanctions très dures contre vous. Si vous voulez vraiment vous en sortir, eh bien il va falloir maintenant vous soumettre à un certain nombre de conditions nouvelles. C'est ce que disent les Français. Une dernière question, Michel. Le rôle de Binyamin Netanyahou, il est clair aujourd'hui que Washington et Jérusalem émettent sur la même longueur d'onde. On peut dire même que le discours de Donald Trump aurait pu être dicté par Binyamin Netanyahou. Qu'est-ce que l'on en pense en Europe? Est-ce que finalement on reconnaît aujourd'hui, même si l'on a pas toujours, on a du mal avec les frasques de Donald Trump. Est-ce que l'on reconnaît aujourd'hui que finalement le Premier ministre israélien avait raison de s'acharner sur ce dossier iranien, sur la menace que représente et qu'a toujours représenté l'Iran en matière de nucléaire? Écoutez, Trump et Netanyahou sont en but, bien entendu, à beaucoup d'attaques violentes dans l'opinion européenne et dans l'opinion française, mais je crois que chaque minute qui passe démontre que le discours de Trump comme le discours de Netanyahou sont des discours fondés qu'il faut prendre très au sérieux. Je crois que ce que les Européens ne peuvent pas non plus négliger, c'est que, voyez-vous, on parle de la convergence israélo-américaine dans cette affaire, mais la vérité, c'est qu'il y a beaucoup plus que cela. Il y a une convergence, en réalité, israélo-américano-saoudienne.
dans cette affaire. Donc on est pour la première fois dans une configuration stratégique totalement inédite, où il y a un alignement explicite des États-Unis, d'Israël, mais aussi de puissances arabes. On sait aussi, alors c'est un autre point, ce sont des points un peu difficiles à apprécier, mais Netanyahou est parvenu, et je pense que cela arrange également Donald Trump, est parvenu à maintenir, en dépit de beaucoup de tensions, des relations avec la Russie. Il se rend d'ailleurs en Russie en ce moment. Voilà, il a réussi à maintenir des relations avec la Russie, et la Russie elle-même, qui elle aussi a regretté, dénoncé la décision de Trump, la Russie aussi a dit, écoutez, on peut discuter beaucoup de choses à propos de l'Iran. Voilà, tout est possible, on peut discuter. Et on sait, on voit clairement, à propos, je disais tout à l'heure qu'on voit clairement que Trump est un homme qui a de la suite dans les idées, et qui, lorsqu'il annonce une politique, va effectivement aller jusqu'au bout de cette politique. Mais ce que l'on voit aussi, c'est que Trump pratique réellement, comme il l'avait dit, l'art de la négociation, the art of the deal, comme il l'avait exposé dans le monde du business. C'est-à-dire que Trump est un homme qui va négocier dur, mais qui va toujours accepter de négocier, qui va toujours donner une ouverture à la personne avec laquelle il négocie. On a vu que ça donnait des résultats tout à fait spectaculaires avec la Corée, et le précédent coréen pèse énormément dans ce qui se passe actuellement avec l'Iran. Et je dirais que quelque part, et ce sera peut-être notre conclusion, si vous êtes d'accord, on peut dire que finalement ce président américain qui est considéré comme totalement imprévisible est probablement le plus prévisible des présidents si on se réfère à ce qu'il dit, et on le voit au bout d'un an, il y a des changements majeurs qui sont intervenus. Il y a cette décision d'hier, il y a dans 2 jours l'inauguration de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, il y a ce qui se passe en Corée du Nord. Donc on est d'accord, Donald Trump n'est pas un homme imprévisible, c'est un homme qui dit ce qu'il fait. C'est tout à fait ce qui ressort des événements actuels, et encore une fois au Moyen-Orient et dans d'autres régions du monde. Voilà, merci beaucoup Michel Gurfinkel d'avoir été avec nous ce matin pour commenter cette actualité brûlante et la sortie des États-Unis de l'accord de Vienne. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite de passer une agréable journée et à bientôt. Eh bien, à vous aussi. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita.